Bonjour, bienvenue dans ce webinaire Le développement de l'empathie pour améliorer le climat scolaire. Je suis Christine Pilette, médiatrice réseau Canopé, et pour nous apporter des éclairages théoriques, nous avons le plaisir d'accueillir une experte de la question. Caroline Velchev, bonjour, et merci à vous d'intervenir dans cette formation. Madame Velchev, vous êtes inspectrice d'académie, inspectrice pédagogique régionale, établissement et vie scolaire de l'Académie de Paris, mais surtout experte nationale climat scolaire et bien-être à l'école. Vous intervenez notamment auprès de la Direction générale de l'enseignement scolaire dans le cadre du programme phare, le plan de prévention du harcèlement à destination des écoles et des collèges. Vous êtes également membre du laboratoire Bonheur de l'Université de Cergy-Pontoise. Ces recherches interrogent l'ensemble des dimensions de la notion de bonheur pour les individus dans leur contexte social et en premier lieu dans les organisations d'éducation et de formation. C'est dans ce cadre que vous avez d'ailleurs co-créé le diplôme universitaire Climat scolaire. Ce webinaire est le premier module du parcours de formation le développement de l'empathie pour mieux vivre ensemble. N'hésitez pas à vous rendre sur la page dédiée pour vous inscrire aux différents volets qui le composent. Et maintenant, pour ouvrir ce parcours de formation, je vous laisse en compagnie de Madame Velchev et je vous retrouve pour le temps des questions-réponses. Madame Velchev, merci et merci encore et bon webinaire. Bonjour à tous. Je tiens d'abord à vous remercier collectivement d'être là cet après-midi. C'est pour moi à la fois un grand plaisir et un grand honneur. Pour une raison simple, c'est que nous vivons tous une période complexe. Complexe depuis 2 ans, c'est-à-dire que donc les élèves, vous en tant qu'enseignants, les chefs d'établissement, etc., sont très affectés, je dirais, tous les jours par ce contexte pandémique. Et donc, pour travailler sur ces sujets, il me semble que ce contexte qui depuis 2020 nous occupe, me semble important à commenter parce que je pense que ni vous, ni moi, ni personne ne prend finalement assez de temps dans les organisations scolaires pour réfléchir à ce qui est en train de nous arriver, pour pouvoir mieux, d'ailleurs, sans doute le mettre à distance et maîtriser finalement les émotions qui nous traversent tous en cette période. Donc, en ce moment, donc on est en pleine pandémie. Il y a eu ensuite, ne l'oublions surtout pas, quand même, l'attentat et l'assassinat de Samuel Paty. Bref, on a subi vraiment des choses un peu vraiment hors du commun. Et donc, je pense que si vous avez été aussi nombreux à vous inscrire à ce webinaire, c'est bien parce que vous avez un besoin pour qu'on continue à se parler et qu'on continue à essayer de faire groupe, de faire cohésion face à tout ce qui nous arrive. Donc, je pense qu'il faut d'urgence parler de bien-être et de climat scolaire dans toutes nos écoles et tous nos établissements. Pour moi, c'est un point d'entrée absolu. Alors, pour démarrer cette session, je vais vous demander de prendre une feuille de papier ou sur votre ordinateur, mais de prendre sur une feuille de papier, ce serait peut-être mieux. Et parce que je vais vous poser plein de questions, finalement, au cours de cette session. Et par exemple, on est rentré donc il y a très peu de temps, hein, le 3 janvier, et donc je voulais simplement que vous réfléchissiez pour vous-même aux trois émotions, qui caractérisent votre rentrée depuis le 3 janvier. Quelles sont les 3 émotions qui vous ont traversé? Donc vous les notez pour vous-même, et puis je vous demande aussi de les mettre dans le chat. Et comme ça, donc, Christine pourra me les retransmettre et je commencerai par là, en fait, par vous. Avec plaisir, on fait comme ça. Alors, pour l'instant, pas d'émotion encore, mais de la réflexion. L'as. Oui. Ça, c'était la première émotion. Nous en aurons d'autres probablement. La lassitude, ouais. Peur, fatigue, enthousiasme, lassitude, espoir, anxiété, peur, joie, lassitude, la joie, la peur revient encore, la tristesse,
la colère, l'usure, le stress, la fatigue et la colère encore une fois. Incertitude, tristesse et colère reviennent encore. La lassitude revient, la peur aussi, la fatigue, urgence aussi. Inquiétude, soulagement, espoir. Il y a quand même du positif, hein. Joie. Mais oui, alors voilà, enfin, merci. Et voilà, ce que je vais essayer de faire à travers ce webinaire, c'est à la fois de vous donner les éléments pour pouvoir travailler sur ces sujets et à la fois de vous donner la méthode pour travailler sur ces sujets. Et donc, on ne peut pas, dans une période aussi complexe, faire comme si de rien n'était. Donc, vous voyez, je commence ce webinaire en disant, on ne va pas faire comme si de rien n'était, on va partir de là où vous en êtes, avec donc l'ambivalence. Ce qui caractérise ce que vous avez mis comme mot, c'est une extrême ambivalence, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a effectivement l'espoir que ça s'arrête, qu'on puisse passer à autre chose. Il y a aussi effectivement une certaine joie finalement à retrouver aussi quand même les élèves, l'établissement, etc. à la rentrée. Et puis tout ce qui caractérise la période, à savoir une période extrêmement anxiogène. Pour ne pas vous le cacher, je veux dire, c'est vrai que j'ai la chance de travailler donc avec notamment Claire Beaumont à l'université de Laval, et le premier réflexe de nos amis canadiens, ça a été justement de s'interroger sur ce que ressentaient et ce qu'avaient vécu les équipes. Donc, dans un premier temps, je voudrais faire un point sur dans quel état sont les établissements, les collègues, les élèves. Alors, au laboratoire Bonheur, comme le disait Christine, il y a beaucoup de chercheurs qui se sont tout de suite penchés sur la question. Et donc, effectivement, l'idée, c'était, est-ce qu'on peut retirer à la fois des éléments, évidemment, négatifs que vous avez tous soulignés dans le chat, mais aussi des éléments positifs de cette période. Et donc, je vais m'appuyer sur des travaux donc, de deux personnes, Pascal Hague d'une part, Claire Beaumont, donc de l'Université de Laval, d'autre part, pour vous montrer en fait où est-ce qu'on en est et comment on peut peut-être justement dépasser aussi les états anxieux et vous aider à dépasser vos propres états anxieux ainsi que ceux, évidemment, des jeunes et de nos élèves. Donc, premier point, la question donc des élèves. Les élèves donc se sont retrouvés donc en confinement. Donc, il y a eu une enquête qui a été faite par Pascal Hague à l'école des hautes études en sciences sociales. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nos élèves, les petits de l'élémentaire, ont finalement apprécié, il faut le dire quand même, la période du confinement, parce qu'ils ont eu le sentiment d'être beaucoup plus proches de leur famille et d'être moins, je dirais, dans une sorte de tambour de machine à laver en termes horaires. Les lycéens et les collégiens, eux, ils ont beaucoup insisté sur le fait que, en fait, ils avaient plus d'autonomie, surtout les lycéens, et qu'ils appréciaient particulièrement cette question de l'autonomie. Alors ça, c'est une enquête qui a eu lieu donc fin 2020, début 2021. Maintenant, si on passe aux enseignants, l'IFE, qui fait une enquête donc à peu près, vous voyez, qui sort en fin 2020, on est sur des enseignants qui, eux, ont trois ressentis, si vous voulez, par rapport à la période. Je vais m'attacher aux trois, comment dire, aux trois items que Lucria et son équipe ont développé: l'activité empêchée, l'activité en rebond, l'activité en mutation. Et donc, un certain nombre d'enseignants ont estimé que leur métier avait été mutilé littéralement dans ce contexte. Et donc, ce que vous dites dans le chat, finalement, reflète aussi ça. Mais un certain nombre ont aussi estimé que c'était une activité en rebond, puisque donc il a fallu expérimenter justement des formats différents, etc. Et puis une activité en mutation. Donc ça, c'est toujours vous savez, les innovants qui, en fait, voilà, ont toujours envie d'expérimenter de nouvelles choses et sont peu impactés finalement par le changement. Toujours pour donner le contexte, hein, juste avant en fait la période pandémique, on avait fait donc une enquête de climat scolaire auprès des personnels en 2019, auprès des personnels du second degré, et on avait trouvé que dans le public, 58% des enseignants ont le sentiment de faire partie d'une équipe. Bon, alors
c'est bien, mais ça veut dire aussi quand même qu'il y en a 42 qui n'ont pas tout à fait le sentiment de faire partie d'une équipe. Ce qui, évidemment, vu ce qui nous est arrivé ensuite, a dû aggraver aussi un sentiment ciblé d'anxiété, de solitude, et donc accentuer un certain nombre de choses de ce genre. Alors, une petite plaisanterie avant de passer aux propos de Claire Beaumont. Petite annonce du jour, école recherche prof de français pour revoir le passé simple, mais surtout aborder le futur compliqué, donc on y est toujours, hein, 2 ans après. Recherche aussi prof de maths pour apprendre à compter les uns sur les autres. Et là, de fait, on peut dire que de ce que j'ai vu, hein, évidemment, hein, les équipes cohésives, les établissements où les équipes étaient très cohésives, ont affronté très différemment la période pandémique, non pas que la lassitude ou la fatigue ne soit pas présente, ça c'est sûr, ou que la peur ne soit pas présente. Donc vos émotions, vous voyez, je veux dire, il faut vraiment comment dire, ne pas hésiter à les travailler, mais pour affronter tout simplement ces difficultés majeures, il est certain que le fait de faire partie d'un groupe a joué énormément dans les établissements. Alors, les Canadiens, donc Claire Beaumont entre autres, a travaillé elle en 2021, donc beaucoup plus récemment. Donc ils ont fait une enquête grand angle, hein, avec 60 000 répondants, donc c'est assez énorme, pour justement un peu analyser la période. Et là, c'est très intéressant, puisqu'on se retrouve avec quand même des forces et des réussites qu'on oublie et qu'on ne veut pas voir, mais on a réussi à accueillir nos élèves, on a réussi à faire de l'information tous azimuts aux familles, aux élèves, entre nous, etc. On a réussi à suivre les consignes sanitaires, ce qui n'est quand même pas si simple, ce qui est une transformation considérable de la forme scolaire en elle-même. On a suivi aussi sur la question des installations sanitaires, etc., des masques, enfin, etc. Donc, on a quand même des réussites, vous voyez. Donc, peut-être pour que vous puissiez tranquillement vous poser par rapport à ce que je suis en train de raconter, je vous propose à chaque fois, sur les forces et les réussites, vous voyez, de réfléchir sur les 2 ans, qu'est-ce que vous avez réussi à faire? Enfin, vous voyez, de quoi vous êtes fiers presque. Et donc, toujours sur votre carrière de réflexion, peut-être poser ça. Poser quand même, ouais, quand même, j'ai réussi à faire ça ou nous avons réussi à faire ça. Donc, je laisse juste un tout petit temps pour chacun. Et je poursuis. Donc, ce que Claire Beaumont analyse aussi, ce sont évidemment les points de vulnérabilité. Donc oui, l'enseignement à distance, ça a été très compliqué et pas satisfaisant, notamment sur le suivi des élèves en difficulté. Oui, c'est vrai que le manque d'activité ludique et physique pour les enfants a été très cruel. Et pour vous-même aussi, hein, puisque donc on sait quand même que l'état de santé des Français s'est quand même dégradé, effectivement on ne s'est peut-être pas assez attaché à faire exprimer justement les émotions des uns et des autres, à savoir des élèves et des adultes, et que dans comment dire, cette crise, finalement, on s'est peu autorisé d'activités de détente, etc., puisqu'en plus, bon, voilà, pendant très longtemps, tous les lieux aussi de loisirs, etc., ont été fermés. Et donc, comme le dit Claire Beaumont, hein, il y a eu une sorte de perte de plaisir à l'école, aussi bien pour les adultes que pour les élèves, et surtout pour le personnel aussi, peu d'activités agréables. Voilà, moi, si vous voulez, je veux dire, comme vous, hein, je suis très frustrée. Moi, j'aime bien le moment de la galette avec les gens avec lesquels je travaille. Je trouve ça important, je trouve ça un moment toujours intéressant de se souhaiter la bonne année autour d'un verre en dégustant une galette des rois. Et puis, ben voilà, c'est de nouveau pas possible, et c'est vrai que c'est très rageant, c'est très frustrant, et donc c'est vrai que dans les constats qu'on peut faire, nos émotions sont à fleur de peau, donc non plus depuis 1 an, hein, puisque donc ça c'était le constat de Claire Beaumont en 2021, mais bien maintenant depuis 2 ans, que la place des émotions à l'école, comment la considère-t-on actuellement? Est-ce que c'est un levier ou un obstacle? Vous comprendrez que si vous êtes inscrit à ce webinaire, peut-être que vous avez envie que enfin les émotions deviennent un levier à l'école et non pas un obstacle. Et puis, effectivement, notre difficulté finalement à nous centrer sur l'essentiel, à savoir quand même le climat relationnel avec des activités d'apaisement.
Donc la nécessité de s'entraider. Donc, vous voyez, je veux dire, c'est vrai que ce qui ressort aussi de cette période, c'est l'importance aussi de prendre soin les uns des autres, comme le dit Claire Beaumont. Et effectivement, on a tous vu que ce soit les directeurs d'école ou les chefs d'établissement, comment dire, faire vraiment tout ce qu'ils pouvaient pour que tout ça fonctionne. Et donc, regardez le dernier item, le désir de faire le maximum pour les élèves malgré une fatigue énorme. Donc, ce que vous avez dit dans le chat, vous voyez ce que je veux dire, on l'a ressorti très clairement de cette enquête auprès, donc encore une fois, de 60 000 enseignants canadiens. Et donc, ce qu'il y a de particulier dans la période pandémique, puisque c'est une pandémie mondiale, nous sommes tous en un alignement émotionnel, mais au niveau planétaire, en fait. Il n'y a pas de différence, finalement, entre ce que ressentent les enseignants canadiens et ce que vous ressentez. Donc, évidemment, on va stresser. Là, pour le coup, on va passer à positif, on va dire. Et donc, on va essayer d'identifier en 2022 les pratiques essentielles en termes de climat scolaire dont nous allons avoir besoin pour nous sentir bien, malgré tout, malgré la crise qui perdure, dans nos établissements. Donc, les 10 pratiques essentielles qui ont été identifiées à l'issue de cette enquête, c'est se sécuriser, maintenir les mesures sanitaires nécessaires, on ne peut pas faire autrement, fixer des objectifs réalistes et atteignables pour les élèves. Rendez-vous compte quand même qu'il y a, quand on est dans le primaire, c'est 20% de la vie d'un élève de CM2 qui se fait, entre guillemets, sous Covid. Donc, avec des stop and go, avec une difficulté ambiante, etc., etc. Donc, quand je dis fixer des objectifs réalistes et atteignables pour les élèves, c'est que c'est vrai que le carcan des programmes doit effectivement être réinterrogé, réfléchir sur sa pratique, distinguer l'essentiel du reste. Donc, l'idée, c'est effectivement pas continuer à tout faire comme avant, mais au contraire de d'élaguer et de sélectionner ce qui nous semble le plus important. Donc, promouvoir le leadership partagé parce qu'effectivement, on a besoin d'apprendre beaucoup les uns des autres et donc de vraiment toujours s'enrichir les uns les autres. Et là, on a une difficulté puisque effectivement, et je vous remercie tous d'être là parce que les formations, c'est essentiel pour pouvoir justement échanger et pouvoir avancer et justement briser le sentiment de solitude. Et puis, donc, communiquer beaucoup avec les parents, ça vous l'avez fait depuis 2 ans, c'est peut-être aussi un élément finalement positif aussi par rapport aux parents, je l'ai vu dans d'autres enquêtes. Et comment engager les élèves dans leur vie scolaire, voilà. Et puis, veiller au bien-être de tout le monde, c'est-à-dire pas seulement des élèves, aussi des collègues, parce que, voilà. Et donc, la question, c'est comment on peut multiplier les émotions positives à l'école. Et donc, c'est vrai que plutôt que les panneaux d'affichage dans les collèges ou les lycées annoncent l'absence de Madame Machin, est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement mettre, je ne sais pas, la citation du jour, enfin des choses enthousiasmantes, si vous voulez, qui permettraient justement de susciter des émotions positives dès l'entrée dans l'établissement ou dans l'école, avec, je ne sais pas, un paperboard à l'entrée de l'école primaire où il y a un message d'accueil qui change toutes les semaines ou quelque chose comme ça, qui fasse qu'il y ait une sorte de sourire, si vous voulez, dès le départ. Et puis, évidemment, enseigner, faire pratiquer les compétences sociales et émotionnelles dans les activités quotidiennes. Et donc là, on est au cœur de notre sujet aujourd'hui, c'est-à-dire comment travailler sur les compétences sociales et émotionnelles dans les activités quotidiennes. Ça va être vraiment notre cœur de sujet pour ce webinaire. Donc, voilà un peu ce que nous dit Claire Beaumont. Je trouve que c'est à la fois raisonnable, enthousiasmant, et ça permet, si vous voulez, de repartir du bon pied par rapport à toute une période qui nous, qui nous pèse. Donc, pour repartir du bon pied, le fameux « et vous » que je vais utiliser pendant tout mon webinaire, dans quelles circonstances récentes avez-vous eu le sentiment de faire partie d'un collectif? Donc, sur votre petit journal de bord personnel, donc peut-être dans le chat, vous pouvez effectivement nous dire rapidement en 3 mots à quelle occasion vous avez eu le sentiment de faire partie d'un collectif récemment, ou juste avant les vacances de Noël, évidemment. Mais voilà, parce que si on ne passe pas par cette phase d'introspection,
évidemment, comment vous dire, on court la poste et donc je pense qu'on ne peut aller que de plus en plus mal. L'intérêt de cette petite phase d'introspection, et donc c'est pour ça que vous aurez ce support, parce que ce support peut vous aider aussi à animer vous-même des séquences avec des collègues, voilà, de faire un travail collectif sur ce mode-là. Alors, j'ai quelques réponses qui arrivent. Ouais, vas-y. On me dit hier en réunion équipe Circo, Ouais. dans une réunion vivre ensemble que j'ai créée dans mon lycée. Ouais. À l'occasion d'un voyage culturel, enfin à l'occasion de l'organisation d'un voyage culturel. Ouais. Lorsque j'ai soutenu un collègue en arrêt maladie juste avant les vacances. Voilà les réponses dans le chat. Merci. À l'occasion dans le cadre de l'amicale d'un lycée. Ouais. Le fait de prévoir des événements, mais effectivement des événements qui n'ont pas eu lieu, me dit-on entre parenthèses. Ben oui, c'est ça. Bon, ce que je veux dire, c'est que c'est ça qui va nous faire tenir tous. Vous voyez, c'est ça qui nous fait tenir. C'est-à-dire que, alors j'aime bien je ne sais pas dans quel lycée c'est, mais le groupe Bien Vivre, évidemment, m'intéresse, parce que je pense sincèrement que on ne peut pas mettre voilà, 200 personnes, 400 personnes, 500 personnes au même endroit sans que ce soit un gros sujet que de savoir comment on va instaurer et maintenir un climat relationnel de bonne qualité, malgré, encore une fois, le contexte dans lequel nous sommes tous. Juste rappeler rapidement, parce que quand on parle de climat scolaire, ce qui m'inquiète un peu, maintenant que la notion a eu beaucoup de succès, c'est que j'ai l'impression qu'elle est mise un peu à toutes les sauces, alors qu'elle a une définition assez précise, somme toute, et que justement, sa définition est intéressante pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Donc, je la lis rapidement. Le climat scolaire reflète le jugement qu'ont les parents, les personnels et les élèves de leur expérience de la vie et du travail au sein de l'école. Cette notion de climat repose sur une expérience subjective de la vie scolaire qui prend en compte non pas l'individu, mais l'école en tant que groupe large et les différents groupes sociaux au sein et autour de l'école. Alors, ce sur quoi je voudrais insister, c'est la question de l'expérience subjective. C'est-à-dire qu'on assume justement la question des ressentis, la question des émotions, on assume comme étant évidemment partie intégrante de notre enseignement. Moi, je suis une ancienne, par exemple, prof de français. Je n'imagine pas un seul instant avoir enseigné ma discipline sans justement essayer de susciter le sourire, l'interrogation, ou au contraire l'adhésion à la tragédie quand ça se posait par rapport au texte que je travaillais avec mes élèves. Et donc c'est vrai que cet engagement émotionnel, il est en fait, quand on me demande, mais quand est-ce qu'on peut s'occuper de ça dans la vie d'un établissement, je dis, mais en fait, tout le temps. Tout le temps, parce qu'en fait, dans les cours, c'est effectivement une donnée essentielle. Et puis, la deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est la notion de climat prend en compte non pas l'individu, mais l'école en tant que groupe large. Alors, ça, c'est important parce que comment dire, l'école, c'est pas la somme d'individus. L'école, c'est autre chose. L'école, c'est justement un projet d'abord de la nation, un projet républicain, et c'est aussi un, comment dire, un creuset où, en fait, effectivement, des individus vont trouver de la connivence les uns avec les autres, que ce soit entre adultes d'ailleurs, hein, ou que ce soit entre élèves, et que donc on va avoir des sortes de micro-sociétés qui vont se constituer au sein de l'école. Et en fait, toute l'approche par le climat scolaire, c'est regarder en fait le fonctionnement de ces micro-sociétés et surtout faire en sorte que ces micro-sociétés cohabitent harmonieusement, de façon sereine. Parce que, évidemment, hein, les groupes ont toujours tendance à se construire éventuellement contre d'autres groupes. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est simplement qu'on favorise, si vous voulez, effectivement, le fait de pouvoir vivre avec les autres, mais en respectant finalement les accointances voilà, physiques, intellectuelles, etc., etc. Et donc,
c'est ça qui est intéressant dans la notion de climat scolaire, si vous voulez, parce que elle correspond bien à nos missions, si vous voulez, en tant qu'enseignant ou en tant qu'école. Nous, on s'adresse à des collectifs, et c'est toute la difficulté qu'on a d'ailleurs quand on discute, par exemple, avec des parents. Qui eux donc gèrent un enfant, 2, 3 maximum peut-être, et puis que nous effectivement à côté de ça, ben non, c'est pas du tout notre sujet. Notre sujet, c'est des groupes, des sous-groupes et effectivement des articulations entre ces groupes. Donc comment faire, si vous voulez, pour effectivement accepter qu'il y ait des expériences subjectives très diverses, donc des individus qui ont un vécu scolaire, si vous voulez, très très différent les uns des autres, et en même temps ces individus ne sont pas isolés dans l'école, ils sont bien effectivement en relation, en interrelation avec tout un tas d'autres gens, adultes et enfants. Donc le climat scolaire, c'est vraiment une définition très particulière parce que, et c'est pour ça que je l'aime bien, c'est pour ça que je m'en suis saisie il y a maintenant presque 20 ans, ça ne nous rajeunit pas, et parce qu'elle correspond, si encore une fois, très profondément à nos missions. Faire école, c'est faire collectif, ça il n'y a pas de doute, dans le respect de l'individu certes, mais c'est quand même faire collectif. J'insiste, pourquoi? Parce qu'effectivement, l'idée, c'est de favoriser, donc dans ce collectif, de respecter évidemment, malgré tout, les individus. Je dis pas que l'un est indissoluble avec l'autre, je ne les oppose pas. Mais je dis simplement que quand on va travailler sur le climat scolaire, on va toujours s'intéresser donc aux groupes, au fonctionnement des groupes et à leurs interrelations. Et quand on va travailler sur le bien-être, on va travailler effectivement sur l'individu. La seule difficulté quand on travaille sur l'individu, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui sont qui relèvent de nos missions en tant qu'école, assurer la sécurité physique par exemple, hein, donc le bien-être physique des élèves, assurer effectivement le bien-être psychologique, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a des choses qui ne relèvent pas de nous. Hein. Si, par exemple, je ne sais pas moi, une famille décide de ne pas envoyer dormir ses enfants à 9 h du soir ou à 8 h du soir comme à peu près tout le monde, bah, je veux dire, voilà, si l'enfant va se coucher à minuit ou à 1 h du matin ou je ne sais quoi, là, vous voyez, je veux dire, c'est plus du tout du domaine de l'école. Donc, l'intérêt de climat scolaire, c'est que ça nous permet d'identifier, si vous préférez, ce qui, dans les questions de bien-être, relève vraiment des missions de l'école et de nos cœurs de mission. Donc, vous avez ces 7 facteurs interdépendants, qui ont été identifiés et qui nous permettent de travailler sur les questions de climat scolaire. Et ce que nous disent les enquêtes nationales de climat scolaire, ce que nous disent toute la recherche sur ces questions, c'est que, en fait, quand on travaille sur tel ou tel aspect du climat scolaire, en fait, on travaille sur des éléments de politique publique qui nous sont présentés souvent de façon disjointe par notre ministère et qui contribuent à notre épuisement. Je m'explique, quand on vous dit « Ah là là, il faut faire fille-garçon, il faut faire harcèlement, il faut faire je ne sais quoi, enfin, etc. » Bon, alors, école inclusive, vous dites « Bah oui, d'accord, mais à un moment donné, je ne suis pas omniscient ou omnipotent dans mon école ou dans mon établissement. » Et moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est que, en fait, vous pouvez, l'approche, la méthode par le climat scolaire peut vous aider à vous tranquilliser par rapport à tout ça et à vous dire, OK, on va faire du lien. Bon, je m'explique. Quand je travaille, par exemple, sur la prévention des violences dans mon établissement parce que mes élèves de SECPA sont tout le temps insultés, puis que c'est devenu l'insulte à la mode dans le collège, espèce de SECPA, et que je vais travailler sur la question, par exemple, de comment on s'adresse les uns aux autres, pourquoi effectivement certains mots font mal, voire très mal. Je travaille en fait sur l'école inclusive et je travaille sur le bien-être relationnel entre les élèves. Et donc, je travaille évidemment à l'amélioration du climat scolaire. Quand je travaille toujours en termes de prévention des violences, mais là, pour le coup, sur, par exemple, l'occupation de la cour de récréation, et que je dis, voilà, on va essayer de modifier l'occupation de la cour de récréation, qui est occupée au centre par les garçons, avec les jeux de ballon, et autour par les filles.
Ben là, je fais un travail en fait sur le bien-être physique des élèves, puisque donc je peux imaginer des activités mixtes, etc., etc. Et puis je travaille sur les valeurs de la République, puisque je travaille en faveur de l'égalité filles-garçons. Mais quand je fais ça, évidemment, je travaille sur la qualité du climat scolaire et une meilleure, par exemple, une meilleure relation filles-garçons et une meilleure occupation de l'espace entre les filles et les garçons. Ça, c'est juste 2 exemples pour illustrer mon propos. Donc, ce qui est intéressant dans la question du climat scolaire et des comment dire, et des interrelations entre les groupes et sous-groupes sociaux, c'est que effectivement, ça rend modeste. Ça rend modeste parce que, comme je le disais, chacun a sa perception de l'école et de l'établissement. Et donc, toute la question centrale, ça va être comment on peut cerner cette perception, comment on peut la recueillir, comment on peut la respecter. Et donc là, il faut se départir immédiatement de l'illusion d'une perception commune. En fait, encore une fois, chacun a sa perception. Donc, c'est vrai que nous, on a un recours aux enquêtes nationales et locales de climat scolaire, qui sont un outil de médiation formidable, parce qu'elles permettent de prendre conscience d'un certain nombre de phénomènes, justement, de tensions entre les uns ou les autres, etc., en s'appuyant sur des questionnaires anonymes, donc voilà, et en étant effectivement, en bénéficiant d'une restitution par des acteurs externes du rectorat. Donc, ce qui vous permet effectivement, dans les écoles établissements, de prendre conscience ou faire prendre conscience que la perception de l'école ou de l'établissement n'est pas du tout la même selon de là où on se place. Alors, pour illustrer ça, effectivement, l'idée, c'est qu'on ait à la fin un diagnostic donc, qui soit partagé par tous. J'insiste sur ces histoires de diagnostic parce que pour engager des travaux sur les questions de l'empathie, encore faut-il savoir justement dans quelle direction on veut les diriger et sur quel levier on veut s'appuyer. Quelle est la dernière fois où vous avez été surpris par un comportement, une remarque d'un élève ou d'un collègue et vous ne vous attendiez vraiment pas à ça? Alors ça peut être positivement, ça peut être évidemment... Alors pour ce qui me concerne, si vous voulez, ça m'arrive très souvent quand j'anime des sessions donc dans les établissements, dans les formations d'initiative locale, et où je demande à ce qu'il y ait des équipes mixtes élèves-enseignants sur un certain nombre de projets ou voilà, de sessions de créativité sur justement la rénovation, par exemple, des espaces scolaires ou des choses comme ça. Et alors, c'est vraiment intéressant de voir les enseignants qui sont subjugués par la qualité projective, réflexive, créative de leurs élèves qu'ils ne soupçonnaient pas forcément. Des élèves peut-être en retrait ou pas forcément, comment dire, très engagés, on va dire, pendant les cours, et qui tout à coup, à l'occasion de ces sessions, se révèlent absolument voilà, créatifs. Et donc, voilà, moi j'ai un souvenir très précis d'élèves dans un lycée professionnel qui, au fin fond de la campagne normande, qui avaient demandé à ce que la cafétéria soit commune entre les profs et les élèves, parce qu'ils avaient vraiment envie de prendre le café avec leurs profs au temps de pause. Et donc, ça avait beaucoup ému, je me souviens, les enseignants. Voilà. Donc, je vous raconte mon petit souvenir à moi. Mais... Alors, on a des retours dans le chat, Caroline. Donc, un élève qui a dit à son professeur, il a de l'humour, ce prof. Voilà. Le prof largement surpris par l'humour potentiel. Un collègue qui a eu des paroles très peu bienveillantes au sujet d'une classe. Une petite qui ne parle jamais et qui, au cours d'un atelier langage sur le Père Noël, prononce 1 ou 2 mots. Ah ouais, ça c'est magique, effectivement. Ouais. Un élève avec des propos racistes en pleine séance de MC sur la tolérance, le respect. Ce midi, donc c'est pas vieux ça, une collègue qui m'a fait part de son souhait que je reste à l'INSPE. Super. Pour info, entre parenthèses, pour info, je demande à reprendre mon poste. Bon. La bienveillance de mes élèves entre eux, nous dit un enseignant, et
hier, pas plus tard qu'hier, réponse agressive d'un parent disant qu'il n'avait pas été consulté pour accepter le règlement intérieur, refus de venir à un rendez-vous. Bon. D'accord, ok. Et oui. Et puis un dernier peut-être pour le plaisir. Vas-y. Un SMS reçu d'un élève qui faisait l'école buissonnière. Madame, je vous envoie les photos de mes dessins sur le mur. C'est chouette, hein? Merci beaucoup à tous. Oui, bah voilà. Et donc, je pense que, vous voyez, je veux dire, je parlais donc dans les 10 propositions de Claire Beaumont, des éléments qui permettent de susciter de l'émotion positive. Je pense qu'on en a tellement besoin en ce moment que je ne peux que vous encourager à voilà, encore une fois, sous format poster, sous format d'affichage, etc., de renvoyer vers ces choses positives, hein, effectivement, parce que on en a vraiment beaucoup besoin en ce moment collectivement. Et donc, c'est vrai que ça abîme quand ça surprend et ça abîme quand un parent dit mais moi j'ai jamais donné mon accord comment dire pour le règlement intérieur. C'est un peu surprenant quand même parce que si c'est pas un parent d'élève de CP, ça veut dire que ça fait des années qu'il signe des règlements intérieurs sans s'en rendre compte. Bon. Donc voilà. Mais c'est vrai que ne pas se laisser abîmer, si vous voulez, par effectivement les remarques ou les comportements malveillants et effectivement toujours promouvoir hein, les éléments positifs, ça c'est quand même très important, encore une fois, encore plus dans la période que nous vivons que jamais. Voilà. Alors juste pour rapidement dire ce qui se passe, hein, c'est que notamment sur les adultes, donc quand je disais qu'on n'a pas tous la même perception du climat scolaire, donc on a grosso modo un enseignant sur 10 qui estime le climat médiocre ou plutôt médiocre, et puis évidemment, si on va en éducation prioritaire, si on est avec des enseignants qui ont moins d'ancienneté, hein, qui ont moins de 6 ans d'ancienneté, on augmente évidemment ces chiffres. Sur les directeurs d'école, s'il y en a dans l'assistance, je les salue vraiment bien bas, puisque donc ce sont eux qui sont effectivement les plus touchés, entre guillemets, par la question des violences à l'école, etc., et qui donc effectivement prennent en premier lieu, hein, voilà, justement, les parents mécontents, l'enfant en pleine crise, enfin, etc. Et donc, il faut vraiment penser à eux et il faut protéger nos directeurs d'école. Et donc, quand je parlais d'attitude bienveillante et positive, faire équipe avec le directeur d'école ou le principal, c'est pas être c'est pas forcément être un vendu à l'autorité ou à la hiérarchie, c'est quand même aussi peut-être se rendre compte aussi de ce que eux vivent, hein, enfin voilà, et de ce que chacun dans sa catégorie vit, voilà. Et je crois que c'est important. C'est la même chose pour les enseignants. Je l'ai pas sur cette slide, mais c'est sur d'autres supports que j'ai sur ces questions de climat scolaire. Mais les enseignants en classe spécialisée, par exemple, hein, qui sont souvent les grands oubliés, hein, les enseignants du PE2A, les enseignants du LIS, etc., qui sont souvent les grands oubliés du système, qui effectivement ont une vision dégradée du climat scolaire parce qu'ils sont souvent assimilés finalement au public avec lesquels ils travaillent. Bon voilà, toute cette attention les uns aux autres dans l'établissement, c'est ça qui va effectivement nous permettre hein, de surmonter un certain nombre de choses. Différence aussi chez les pairs-dires. Les pairs-dires, eux, ils sont plutôt optimistes, mais ils sont sans doute recrutés pour ça. Les directeurs d'école aussi, d'ailleurs, hein, c'est pas parce qu'ils ont plus de victimation que les autres, hein, ils sont globalement aussi plus optimistes. Mais il n'en reste pas moins vrai que faire attention les uns aux autres, puis avoir conscience de ces chiffres pour se dire, bon, ok, d'accord, effectivement, les enseignants de SECPA, de classe spécialisée, du PE2A, etc., sont loin du compte. Prêtons-leur attention davantage. La différence de perception entre le chef d'établissement, le CPE, les AED et les enseignants, vous voyez, sont très importantes. Hein. Quand on regarde du côté de bon, on a, vous voyez, je veux dire, voilà, 13% des enseignants, 7% des enseignants de SECPA, 53% des pairs-dires, 27% des CPE et 9% des AED. Donc, vous voyez, essayons effectivement de faire corps, entre guillemets, pour que, effectivement, lutter contre cette, comment dire, cette dégradation infaillible hein, de notre climat scolaire liée à la pandémie et liée à tout ce qui nous arrive depuis 2 ans.
Même chose pour les élèves. Les élèves, ils sont une immense majorité à vous aimer. Alors ça, je voudrais quand même le répéter. Quelles que soient les enquêtes qu'on mène, hein, que ce soit l'enquête Health Behavior of School Age Children, qui donc est une enquête qui se passe tous les 4 ans, ou que ce soit les enquêtes de climat scolaire, à chaque fois les enquêtes le répètent, les élèves aiment leurs enseignants à plus de 88%. Donc je veux dire, c'est vrai que peut-être vous voyez les 12% ou les 10% d'élèves qui n'adhèrent pas à la forme scolaire ou à vos propositions, mais remettons les choses dans le bon ordre de grâce sur les relations justement entre les différents groupes sociaux que compose l'école et notamment entre les élèves et les enseignants. Ensuite, donc effectivement, pour les élèves, ce qui accentue la difficulté, c'est la question des réseaux sociaux qui prend une part extrêmement importante dans leurs interrelations. Et donc là, c'est difficile, puisqu'effectivement, on a des groupes d'élèves qui se constituent donc dans l'école et puis qui se retrouvent hors l'école, disons, en mode virtuel. Et là, je voudrais que vous preniez conscience d'une chose, c'est que rien de plus facile que d'exclure quelqu'un d'un groupe dans un réseau social. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, en un clic, d'accord, on interdit l'accès à un réseau social. Quand on est dans un groupe social en présentiel, en vrai, il faut s'expliquer quand même. C'est difficile Mais là, en un clic, c'est faisable. Et donc, ces sentiments, si vous voulez, d'exclusion, etc., qui sont liés effectivement aussi aux réseaux sociaux, voilà, ça demande vraiment une attention particulière. Et là, on a, comment dire, sans doute socialement et collectivement, que ce soit les parents, nous, tout le monde, trop peu de recul hein, sur ces pratiques pour pouvoir vraiment accompagner les jeunes. La seule chose qu'on sait, de façon certaine, ça c'est les travaux de Catherine Playa, de Anne Cordier, etc., c'est qu'il n'y a pas de groupes sociaux, si vous voulez, comment dire, dans les groupes sociaux qui sont autour de l'école, ils se forgent d'abord dans l'école. D'accord, ils se forgent d'abord in vivo dans l'école et ensuite effectivement les élèves se répartissent dans des groupes sociaux sur les réseaux sociaux. Mais donc voilà, donc il n'y a pas trop de disjonction, si vous voulez, entre les groupes sociaux que vous voyez en vrai, quoi, dans les classes, la cour, les couloirs, etc., et les groupes sociaux sur les réseaux sociaux, c'est à peu près les mêmes. Et donc, bon, ça, c'est quand même un indicateur assez fort, qui peut nous aider, je dirais, à surmonter un certain nombre de choses. Donc, visualiser les interactions dans un groupe, peut-être que vous connaissez ce sociogramme, hein, c'est le sociogramme de Moreno, qui permet effectivement de repérer les personnes qui ont beaucoup de relations et d'autres peu. Donc vous voyez que si je prends le petit sociogramme que j'ai sous les yeux, Gaston, Gaston il a peu de relations avec les autres puisque donc Simone a une relation avec Gaston, Gaston vaguement avec Ginette, vous voyez juste des points de suspension, mais sinon lui il a très peu d'interactions avec les autres et puis donc on peut dire que Gaston est assez isolé dans le groupe. Et à l'inverse, si on prend Paul c'est le champion du monde des relations, puisque donc ça part dans tous les sens, il y en a qui vont vers lui, vous voyez des flèches qui vont vers lui et des flèches qui sortent de lui. C'est tout bête, quand on a un doute, si vous voulez, sur des relations comme ça, dans des sous-groupes, etc., on peut faire ce petit schéma rapidement, hein, et ça permet tout de suite de se dire, oui, là quand même il y a un problème, Bidule, il est finalement assez isolé quand on y réfléchit à deux fois. Donc, le sociogramme de Moreno, c'est un truc très utile pour pouvoir visualiser les interactions dans un groupe. Alors, pourquoi je vous parle autant des groupes et l'équipe, etc. Parce que toutes les études sur le climat scolaire montrent qu'en fait, le facteur déterminant sur la qualité de votre climat scolaire en école, en collège, en lycée, ça va être la cohésion et la cohérence de l'équipe. Et que donc effectivement, plus on va travailler sur ce sujet, plus on va travailler donc dans un groupe solidaire où on a le sentiment d'être estimé par la hiérarchie locale, etc., plus effectivement l'établissement ou l'école fonctionne. Donc ce climat relationnel hein, dans l'équipe, il est précieux et donc effectivement, hein, c'est un facteur très très important que vous devez effectivement, pour lequel vous devez réfléchir peut-être aussi à des stratégies
pour pouvoir arriver à cette, je dirais, entente, et qui, encore une fois, est une entente professionnelle, j'insiste, hein, vous n'êtes pas obligé on n'est pas obligé d'aimer tout le monde, mais le fait est que, quel que soit le groupe professionnel auquel on appartient, on ne choisit pas forcément les personnes avec lesquelles on travaille, et c'est comme ça, c'est la vie. Et donc, ça vaut le coup de se poser un certain nombre de questions pour pouvoir justement travailler correctement. C'est là où la notion d'empathie, elle est intéressante. L'empathie, elle est intéressante dans les relations entre adultes. L'empathie, elle est intéressante dans les relations entre les adultes et les élèves. Et l'empathie, elle est intéressante dans les relations entre les élèves. Donc, on va avancer, puisque donc, je voudrais voir un peu dans votre auto-réflexion sur laquelle je vous engage depuis le début de ce webinaire, où vous en êtes vous. Quelle est la dernière action que vous ayez faite pour un collègue ou qu'un collègue ait faite pour vous? Ça, c'est d'abord entre adultes. Puis deuxième question, quelle est la dernière action que vous ayez faite pour rassurer un élève ou qu'un élève ait faite pour vous? Donc, votre petit cahier de réflexion, et puis si vous voulez partager dans le chat, vous êtes bienvenus. Voilà, une dernière action que vous ayez faite pour un collègue. Eh bien, il s'agit d'un échange de services, de l'écoute. On parle d'écoute. Offrir des chocolats à mes collègues et se faire une guinguette. Tiens, ça existe encore. Un câlin à un enfant. Ouais. C'est la dernière action que vous ayez faite pour rassurer un élève, effectivement. Ouais. Partager des lectures d'albums. Ouais. Changer mes jours de décharge pour le confort d'un collègue. Soutenir la collègue d'Ulysse quand son AESH a fait une faute professionnelle et qu'elle faisait croire à tout un chacun que c'était la collègue qui était en tort. Bon, ça devient compliqué. Oui, ça arrive, hein. Écouter également un élève. Ouais. Voilà, les élèves m'ont souhaité de bons vœux. Voilà, là c'était en sens inverse, hein, les élèves. Oui, les élèves, ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et on me dit aussi offrir des chocolats à une collègue qui m'a offert des gâteaux. Ça me rappelle le film de Laurel et Hardy, hein, quand ils s'échangent effectivement les cadeaux qui sont identiques. Voilà, donc plein d'interventions, effectivement. Merci beaucoup. Mais vous voyez, alors voilà, donc quand je dis que peut-être, juste pour comme ça, hein, peut-être que effectivement, si on développait davantage, par exemple, tu vois, les notions de gratitude, où effectivement on pourrait tout simplement remercier X, Y, Z régulièrement, enfin voilà, quand ça se pose évidemment, et afficher ce genre de choses comme d'habitude. C'est vrai que voilà, c'est ce qui humaniserait toujours davantage nos écoles et nos établissements et nos salles de classe, et qui ferait que voilà, le ton serait donné, si vous voulez, vous voyez. Et donc, je pense que sincèrement, entretenir tout ça, encore une fois, c'est essentiel. Et effectivement, on montre l'intérêt tout simplement qu'on a pour autrui et l'intérêt que l'on porte donc à notre humanité profonde et collective. Alors, quand on parle de tout ça, en fait, on a derrière la tête une stratégie qui est la suivante, c'est-à-dire que pour améliorer le climat scolaire en temps de pandémie, donc j'insiste parce que ce webinaire tombe extrêmement bien relativement à l'époque, l'idée qu'on pourrait avoir comme levier essentiel, c'est de miser sur le développement des compétences psychosociales. Et quand je dis ça, c'est évidemment pas seulement pour les élèves, mais comme je le redis, c'est pour les adultes entre eux, pour les adultes et les élèves entre eux, et pour les élèves entre eux. Donc, je rappelle rapidement cette définition des compétences psychosociales. C'est la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne, l'aptitude d'une personne à maintenir un état de bien-être mental en adoptant un comportement approprié positif à l'occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre culture et son environnement. Et puis derrière, donc, vous avez ce petit post-it avec les 10 compétences. C'est dans ce cadre-là, si vous voulez, que on va pouvoir effectivement
travailler finalement le climat scolaire au corps. Et c'est vrai que tous les travaux donc sur l'empathie permettent comment dire, de mettre en pratique tous les jours, si vous voulez, ce développement des compétences psychosociales, puisque donc mon collègue, donc alors j'ai travaillé depuis de très très nombreuses années donc avec donc Serge Tisseron d'abord puis Omar Zana ensuite, qui est en fait l'un de ses disciples, sur ces questions donc d'empathie, avec des beaux projets d'ailleurs qui ont été menés notamment dans l'Académie de Versailles, mais aussi donc dans les académies de Nantes. Et puis donc là, j'essaye en ce moment de développer ça à Paris, pour justement mettre en place, si vous voulez, des travaux donc dans l'école, dans les collèges, dans les lycées sur les questions d'empathie. Donc, vous voyez la définition de l'empathie, hein, c'est la disposition à se mettre à la place d'autrui tout en restant à distance, sans se confondre avec lui, ce qui n'est pas le cas dans la sympathie, la compassion ou bien encore la contagion émotionnelle. Une autre distinction s'impose d'emblée, la différence entre empathie cognitive et empathie émotionnelle. Alors, pour avancer sur ce sujet, on passe la première vidéo en fait. On inspire, le ventre se soulève comme un gros ballon. On expire, le ventre se dégonfle, et on sent presque son dos qui touche le sol derrière. J'essaie de m'étirer, je rassemble mes mains, ça, je m'étire vers le haut comme si j'allais toucher tout ça dans le silence. Tout ça, dans le silence. Quelle est l'hypothèse de départ de ce travail sur la violence à l'école? Alors, sur la violence à l'école, peut-être le projet de ce programme pour lutter, donc, qui s'intitule Épluche, hein, éduquer à l'empathie pour lutter contre la violence à l'école, part d'un principe très simple, c'est que pour pouvoir lutter contre la violence, eh bien, il faut éduquer à l'empathie. Alors sur l'empathie, peut-être dans un premier temps définir le terme. On peut considérer que l'empathie, c'est la capacité que l'on a, ou la disposition que l'on a à se mettre à la place d'autrui, sans pour autant s'y confondre. Alors, peut-être pour aller un petit peu plus loin, faut-il encore dire ce que n'est pas l'empathie. L'empathie, ce n'est pas la contagion émotionnelle, ce n'est pas la compassion, ce n'est pas non plus la sympathie. Dans le cadre de ce projet que l'on mène dans les établissements de la Sarthe, dans les écoles de la Sarthe, avec les collègues, les coordinateurs, les enseignants et les conseillers pédagogiques, je pense qu'il faut encore distinguer deux niveaux d'empathie, pour préciser ce sur quoi l'on travaille véritablement. L'empathie, quand on parle d'empathie, on peut parler d'empathie cognitive et d'empathie émotionnelle. L'empathie cognitive, eh bien, c'est cette attitude qu'a l'enseignant dès lors qu'il souhaite transmettre un savoir, car pour pouvoir enseigner, faut-il encore être capable de comprendre la manière dont l'élève reçoit cet enseignement. Donc là, on est du côté de l'empathie cognitive. Empathie cognitive, toujours, eh bien, c'est le pervers. Le pervers est un champion du monde de l'empathie cognitive, tout simplement parce que pour pouvoir exercer sa perversion, faut-il encore qu'il sache précisément là où il faut l'exercer. Donc, on peut dire que l'empathie cognitive n'est pas vertueuse, et je dis souvent que l'empathie cognitive est capable du pire comme du meilleur. Voilà pour l'empathie cognitive. Quant à l'empathie émotionnelle, eh bien, il y a empathie émotionnelle. L'empathie émotionnelle, c'est cette empathie qui se déclenche presque automatiquement dès lors que l'on est dans un face-à-face, dans un face-à-face, dans un vis-à-vis, dès lors que les corps sont en interaction, il y a là ce que l'on qualifie classiquement d'empathie émotionnelle. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous souriez et que vous êtes en face de moi, eh bien, je vais avoir tendance à sourire. Lorsque vous êtes malheureux, je vais avoir tendance à être malheureux, mais toujours en étant à distance. Je suis capable de comprendre que vous êtes malheureux, je suis capable de comprendre que vous êtes heureux, et je le ressens presque au travers d'une forme d'échoïsation corporelle. Donc voilà pour cette distinction. Alors pourquoi nous, dans le cadre de ce travail, se centrer davantage sur l'empathie émotionnelle? C'est que tout simplement, on part du principe que à l'école, eh bien, le corps est un grand oublié, et on a oublié sans doute que pour pouvoir eh bien, transmettre cette empathie se transmet par le corps, comme je viens de le préciser. Il voit l'ours pour la première fois. Il voit un ours pour la première fois. Donc imaginez-vous, hein, un ours, ils ont très envie de l'approcher, de le toucher. Et ben, l'ours, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il n'est pas habitué, il a un petit peu peur. Donc il se défend. Il rigole.
Et donc, ce que j'aime bien dans cette vidéo, si vous voulez, c'est qu'on a des pratiques de classe, c'est-à-dire qu'on a une enseignante qui est en train de faire des exercices de respiration, on a une enseignante qui travaille sur le jeu de l'ours, où il y a donc un enfant qui est un ours et les autres qui sont des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un ours, et donc voilà, une sorte de jeu de rôle où donc à la suite de quoi l'enseignante demande aux élèves de savoir ce qu'ils ont ressenti en faisant le jeu de l'ours. Et donc, ça, c'est très, très intéressant. Et puis, donc, Omar Zana définit la différence entre empathie cognitive et émotionnelle. Donc, du coup, je vais, je vais avancer sur ce sujet. Donc, l'empathie cognitive, c'est ce que fait l'enseignant quand il s'adresse à ses élèves. Pour transmettre, il faut avoir pris la mesure du niveau de réception de celui chez qui on souhaite faire écho. L'empathie cognitive, c'est aussi celle du pervers, malheureusement, qui manipule sa victime, ce qui montre bien que l'empathie n'est pas toujours vertueuse. L'empathie émotionnelle, elle se déclenche dans les situations de face à face, de vis-à-vis. Elle passe par les corps en présence, car le corps n'est pas qu'un corps, il est également langage. Donc en matière d'empathie émotionnelle, nous avons tous tendance à être affectés, touchés, autrement dit, à entrer en résonance émotionnelle avec autrui. Si vous souriez, j'aurais tendance à sourire également. Si vous êtes triste, je serais pareillement triste, mais point essentiel, sans jamais me perdre dans vos émotions. L'empathie émotionnelle est en jeu chaque fois que des personnes sont en interaction. Être en empathie émotionnelle, c'est donc participer à un alignement des affects sans perte de distance. Donc, alors cette définition, elle est intéressante parce que elle montre toute la difficulté qu'on a quand on est enseignant, puisque donc on peut être effectivement en ce qu'appelle Omar Zana la contagion émotionnelle, et pourtant on est encore une fois des professionnels. Donc l'idée, c'est à la fois travailler sur les émotions, si vous voulez, pour pouvoir les accueillir, les réguler, et en même temps, effectivement, travailler sur les émotions pour justement arriver à garder cette distance qui est salutaire, puisqu'elle permet de continuer à avancer avec le groupe. Et donc, c'est des distinctions, si vous voulez, qui sont tout à fait essentielles. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'en ce moment, avec la pandémie, en fait, on est tous en empathie émotionnelle parce qu'on est tous en alignement des affects avec ce que vous avez dit au début sur voilà, la peur, l'anxiété, l'incertitude qui caractérise notre époque, etc. Et donc, c'est vrai que je dirais que c'est paradoxalement un moment propice pour travailler sur ces questions. Alors, j'avais un exemple à vous proposer, puisque donc on l'a fait au sein de certains établissements. C'est donc un travail donc avec des élèves de 3e pour que ces élèves deviennent les ambassadeurs de bien-être. Alors, pour les établissements peut-être qui participent aujourd'hui au webinaire et qui sont dans le programme phare, vous voyez sans doute de quoi je veux parler, puisque donc dans le programme phare, qui est un programme systémique, qui est calé, si vous voulez, sur la méthode climat scolaire, le programme phare, eh bien, vous avez un pan du programme qui concerne les élèves ambassadeurs. Bon. Alors évidemment, on ne va pas les appeler ambassadeurs harcèlement, ça n'aurait pas de sens, puisque en plus l'idée, c'est qu'on ait des jeunes élèves qui soient à l'écoute finalement des autres et qui soient en observation dans le collège pour voilà, identifier quand même peut-être des situations qui ne vont pas forcément très bien. Donc, cela dit, pour pouvoir mettre en place les ambassadeurs bien-être, il faut que l'équipe adulte partage cet objectif et estime que c'est important, effectivement, qu'on ait ces 3e ambassadeurs de bien-être. Donc déjà, ça veut dire qu'au sein de l'équipe, on va travailler et on va se mettre, si vous voulez, justement en écho, pour le coup, pour pouvoir se mettre d'accord là-dessus. Sur la question de la justice scolaire, ça va avoir un impact, puisque donc, faut-il des modifications du règlement intérieur avec nos élèves ambassadeurs du bien-être, les élèves de 3e? Est-ce qu'ils vont avoir, je ne sais pas moi, un lieu dédié, par exemple, ou un truc comme ça? Enfin, est-ce qu'on invente des choses dans l'établissement pour que ces élèves puissent assumer leur rôle? Voilà. Est-ce que donc
la façon dont on applique la justice scolaire dans l'établissement répond donc aux exigences d'empathie, c'est-à-dire que je vais reprendre des principes généraux du droit, mais nos règlements intérieurs prévoient par exemple le principe du contradictoire, qui est souvent assez mal compris ou mal pris d'ailleurs peut-être parfois par des élèves qui se sentent offusqués parce qu'ils se sentent victimes et que donc ils sont un peu étonnés ou voire pire que on prenne le temps de recueillir la parole de l'autre élève. Même chose pour les adultes. Quand un élève, je sais pas moi, insulte un adulte, etc., l'adulte est parfois étonné que on prenne le temps, encore une fois, de ce qu'on appelle le contradictoire en termes de droit. Mais il n'en reste pas moins vrai que si on ne s'intéresse pas à la façon dont les uns et les autres ont vécu la situation, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer ni pour réparer, ni pour quoi que ce soit. Et donc, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le droit français n'est pas si mal fait que ça, loin de là, et que donc ce principe, par exemple, du contradictoire, il est excellent, puisque finalement, il répond aux exigences d'empathie qu'on voudrait poser. J'en reviens donc à mes histoires d'élèves ambassadeurs de troisième, ambassadeurs de bien-être en troisième par exemple, donc qui me semble très très important parce que les troisièmes, pourquoi les troisièmes? Parce que ce sont ceux qui sont dans l'établissement depuis le plus longtemps et qui souvent sont estimés comme qui cassent les pieds à tout le monde. C'est vrai aussi des CM2 d'ailleurs. Alors pour une raison simple, hein, comme encore une fois, ils sont là dans l'établissement depuis longtemps, ils le connaissent par cœur ou dans l'école, et donc effectivement, ils ont l'impression d'avoir fait le tour, ils sont un peu comme des lions en cage. Et donc le fait de leur donner de nouvelles responsabilités, ça c'est très très important, très porteur, et ça évite beaucoup d'ennuis. Voilà. Donc la question aussi, si vous voulez, sur le développement des compétences psychosociales, c'est aussi aux différents âges, je dirais, de la vie de nos jeunes, effectivement, accompagner, si vous voulez, par rapport à ça, et effectivement, ne pas hésiter à mettre en place des actions un peu volontaires, il faut bien le dire, pour les engager, vous voyez, vers une voie qui généralement produit beaucoup d'effets. Et donc, ces élèves ambassadeurs du bien-être en troisième donc peuvent évidemment être une source de dynamisme sur la question de la qualité de vie, par exemple. Nos élèves se sentent-ils inclus dans l'établissement? Quel climat relationnel développons-nous? Et là, vous pouvez très bien avoir des élèves très proactifs. Hein. Moi, j'ai vu ça dans pas mal d'établissements où les élèves étaient, comment dire, très très attentifs finalement les uns aux autres. Qu'est-ce qu'on fait en faisant ça? Tout à coup, on change leur regard. On leur dit mais regardez ceux qui vont bien, ceux qui vont pas bien, regardez ceux qui sont isolés, regardez, etc. Dites-nous ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses. Et le fait que les élèves soient eux-mêmes acteurs, ça change tout. Vous allez voir, ils ont des tonnes d'idées et ils vont vous étonner. Même chose sur la question de la problématique donc des troisièmes. Hein. Comme je le dis, ça fait 4 ans qu'ils sont là, donc ils connaissent bien l'établissement. Et donc, ils ont sans doute un certain nombre de propositions intéressantes à faire pour améliorer la vie au collège. Donc, en termes de coopération entre élèves notamment, etc., ils ont toujours des idées assez novatrices. Même chose, hein, vous pouvez aussi vous appuyer évidemment sur des interventions d'associations, mais l'idée c'est quand même qu'on ne s'engage pas sur des interventions ponctuelles, mais qu'on travaille vraiment sur du long terme. Hein, faut s'installer dans les projets, dans les sujets comme ça, donc il faut prendre une année où effectivement on peut avoir des élèves de troisième formés hein, sur ces questions d'empathie. Alors, comment on éduque à l'empathie? Alors, donc c'est évidemment, je me réfère aux travaux d'Omar Zana, mais ce qui est intéressant, c'est effectivement un principe didactique d'abord, créer de manière régulière et répétée les conditions pédagogiques de la mise en scène collective des émotions partagées
pour solliciter l'empathie émotionnelle et cognitive en passant par l'éprouvé des corps. Alors, c'est très très intéressant ce que Omar propose parce que, par exemple, si vous voulez, il a travaillé par exemple avec des professeurs d'art plastique sur comment on peut reproduire, vous savez, une œuvre d'art en se mettant en scène. Vous voyez, je ne sais pas, vous prenez le radeau de la Méduse, hein, d'accord, et les élèves reproduisent en fait physiquement le radeau de la Méduse, et ils prennent très peu d'accessoires, juste un chiffon rouge, hein, voilà, pour le radeau de la Méduse, ça suffit, et en fait sont en capacité de. Ne serait-ce que ça, c'est une façon de décoïser le tableau, de faire écho au tableau, et donc en fait, encore une fois, d'entrer en résonance. Donc il a développé donc ce qu'il appelle 4 amers pédagogiques, hein, pratiquer ensemble pour entrer en résonance avec autrui, tenir compte de la présence des autres, observer autrui pour apprendre par vicariance, voir le monde avec les yeux des autres, inverser les rôles pour partager les ressentis, incarner et vibrer avec les autres, mettre des mots sur les ressentis pour apprivoiser ses émotions, construire une communauté de sens. Alors, il a mis en place un certain nombre de jeux. Beaucoup d'entre vous connaissent le jeu des 3 figures de Serge Tisseron. Donc, la première vidéo que je voulais vous montrer, donc, où il y avait le jeu de l'ours, c'est exactement ça, hein, c'est une sorte de jeu des 3 figures. Il y a le jeu des mousquetaires que je peux rapidement vous décrire parce que c'est assez facile. Vous avez 3 élèves. Vous en avez un qui tient, qui est assis sans chaise contre un mur, hein, vous voyez, qui tient avec les abdos. Un deuxième qui tient donc avec des abdominaux, vous savez, en faisant le V comme ça au sol. Et un troisième qui court dans la salle selon un parcours et qui doit être attentif aux 2 autres, qui lorsqu'il fatigue, il doit les relever. Il doit effectivement. Et l'équipe qui va gagner, c'est l'équipe qui va durer le plus longtemps puisque ce seront ceux qui auront été les plus empathiques, c'est-à-dire que où les élèves auront été les plus attentifs les uns aux autres. Bon, ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Il y a beaucoup de pratiques aussi maintenant qui se font, par exemple sur le handicap, hein, où c'est Vie ma vie, hein, donc c'est la mère numéro 3, hein, inverser les rôles pour partager les ressentis. Donc effectivement, c'est les matchs en fauteuil, enfin, etc., etc., vous savez, pour pouvoir comprendre quel est le ressenti de l'autre. Bref, il y a beaucoup d'activités. Moi, plus j'avance, si vous voulez, dans ma propre pratique, plus je mets les corps en mouvement. Donc c'est vrai que là, je suis assez frustrée parce que donc on fait ça évidemment en distanciel, en webinaire, mais j'avoue que si on avait été en présentiel, je vous ai fait faire votre petit cahier d'auto-réflexion, mais je vous aurais fait beaucoup bouger. Ça c'est évident, puisque donc ça va avec. Pour pouvoir comprendre que voilà, le corps et l'esprit ne sont jamais indissociables. Et pour comment dire, achever cette réflexion sur la question de l'empathie pour améliorer le climat scolaire, je dirais que tout le travail que j'ai conduit moi aussi depuis de nombreuses années, mais en regardant ce que faisait Laurent Janin, enfin voilà, ou les gens de la DNE sur la question de la forme scolaire, m'intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce que je pense que effectivement nos salles de classe où voilà on est assis comme ça, etc., toute 1 heure, 2 heures, toute la journée, c'est pas forcément effectivement l'idéal, et que la simple tablette debout en fond de classe qui prend pas beaucoup d'espace, où on peut mettre 1 ou 2 ordinateurs ou je sais pas quoi, enfin voilà, 1 ou 2 cahiers, ça permet simplement pour des élèves qui ont du mal à rester assis, de pouvoir être en phase, si vous voulez, physique avec vous, avec le cours, et à vraiment vous permettre finalement de baisser les tensions dans la classe, de baisser les tensions dans l'établissement, simplement parce qu'on fait attention à la fois au corps, si vous voulez, et donc à l'empathie par corps. Omar Zanin appelle l'empathie par corps. Pour conclure, avant les questions, chacun d'entre nous peut faire quelque chose, et donc sur le site Climat Scolaire, avec un certain nombre de collègues, on avait inventé une fiche, et donc vous pouvez la retrouver pour votre métier, remplie,
là, elle est vide, elle est volontairement vide, mais c'est « et moi, que puis-je faire ?» C'est-à-dire moi, en tant que, moi en tant qu'enseignant, moi en tant que directeur d'école, moi en tant que CPE, moi en tant que, etc. Qu'est-ce que je peux faire pour développer un sentiment de sécurité pour l'élève, pour les personnels, pour les parents d'élèves, pour les partenaires, pour mon chef d'établissement? Alors ça a beaucoup surpris quand j'avais posé cette question-là. J'ai dit, mais oui, mais qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour développer un sentiment de justice et d'autorité, pour développer un sentiment de reconnaissance et de respect, un sentiment d'appartenance et l'estime de soi? Et donc, à chaque fois, vous voyez ce que je veux dire, l'idée, c'est que, je dirais, dans n'importe quel cours, que ce soit de mathématiques, de SVT, etc., on peut vraiment travailler sur ces questions d'empathie pour améliorer, donc, d'une part, le climat de classe, mais pour améliorer, évidemment, le climat scolaire en général. Et chacun d'entre nous vraiment peut intégrer ça sans trop de difficultés, avec, encore une fois, cette attention portée à autrui, sans se confondre avec la contagion émotionnelle, mais tout en étant effectivement en empathie pour pouvoir bien comprendre ce que ressent et ce que vit autrui dans l'école ou dans l'établissement. Donc j'espère que voilà, vous avez entrevu la totalité de la Marguerite climat scolaire, que en fait cette question de l'empathie, elle impactait donc évidemment la Marguerite stratégie d'équipe, qu'elle impactait donc la Marguerite coopération entre élèves, puisque donc évidemment la question de l'empathie entre élèves, elle est très importante, et que donc en fait vous allez pouvoir, sur la base donc des travaux que je vous ai présentés, intégrer ici et là donc un certain nombre de choses. Je vous encourage à faire des choix, de ne pas multiplier les actions. Moi, je suis inspectrice, je passe beaucoup dans l'établissement. J'aime pas beaucoup les établissements vitrines. Je me dis qu'il se passe trop de choses, etc. Ça va pas. Donc, ce qui est bien, c'est de choisir de faire peu de choses, mais très bien, très en profondeur dans l'école ou dans l'établissement, avec des plans d'action très simples, tenables dans le temps, des petits gestes, comme je dis toujours, pour des grands effets. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je suis disponible évidemment pour toutes vos questions, et je vous ai mis évidemment les interlocuteurs à votre disposition. Merci beaucoup, Caroline. Alors, une première question pratico-pratique. Ouais. Est-ce que le DU climat scolaire peut se suivre à distance? Oui, il est 100% distanciel. Vous pouvez le trouver sur Magister. Ouais. Merci beaucoup. D'ailleurs, on pourra peut-être communiquer le lien du DU aux participants. Oui. Ouais. Alors, autre question relevée dans le chat. Quelle différence faites-vous entre compétences socio-émotionnelles, compétences psychosociales et compétences psycho-comportementales? Alors, c'est intéressant cette question parce que c'est en fait 3 champs de recherche un peu, très contigus, mais avec des entrées, comment vous dire, différentes. Alors, je vais commencer par socio-émotionnel parce que c'est d'abord une dénomination qui est arrivée, qui est la dernière arrivée dans l'histoire de ces compétences et de leur identification. En fait, les compétences, alors au départ, ça s'est appelé compétences psychosociales, d'accord? Ça, c'est le point de départ. C'est comme ça qu'elles ont été dénommées il y a très longtemps de cela. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et puis, elles ont été retravaillées par les cognitivistes et notamment tous les gens qui travaillaient sur les sciences du cerveau. D'accord? Et donc les neurosciences. Et donc c'est pour ça qu'elles sont passées de compétences psychosociales à compétences socio-émotionnelles. Voilà. Parce que en fait, c'est sous l'impulsion en fait des neurosciences que évidemment une intuition d'une certaine manière qui avait été posée par les psychologues dans les années, il y a très 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 longtemps. Moi je parle des années 50, 1950. Donc ça a commencé à émerger. Et donc c'est vrai que les compétences psychosociales, si vous voulez, ont été donc redéfinies en compétences socio-émotionnelles, donc encore une fois sous l'effet des recherches sur les neurosciences, mais en fait,
je dirais, comme, pardonnez-moi, mais peut-être qu'il y a dans l'assistance des gens qui sont très, très fans des neurosciences. Moi, j'ai rien contre. Je dis simplement qu'elles nous ont aidés à confirmer des intuitions, en fait, ou des hypothèses qu'il y avait depuis longtemps. Et donc, en fait, les neurosciences ont permis de stabiliser des savoirs sur des choses qu'on avait, voilà, dont on avait eu l'intuition. Voilà, c'est ça que je voudrais dire. Donc, moi, j'ai beaucoup travaillé avec les gens qui faisaient des pédagogies de coopération, hein, coopératives, etc., etc. Et puis, les neurosciences nous permettent de redécouvrir, entre guillemets, que la coopération, c'est fondamental. Bon, donc si vous voulez, bon, non pas voilà, encore une fois, je trouve ça très intéressant qu'on puisse scientifiquement poser ces choses-là. Alors après, psycho-comportemental, j'ai plus de mal. Là, c'est justement du côté de nos amis canadiens. C'est des gens comme Égide Royer ou Sylvain Roy, enfin, qui travaillent sur ces sujets-là. Mais là, on est justement chez les comportementalistes, si vous voulez. Alors là, j'ai plus de mal. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'il y ait des sortes de schémas comportementaux et puis qu'on pourrait être dans le prédictif, si vous voulez. Alors, j'ai plus de mal avec ça. Vous comprenez pourquoi? Merci beaucoup. Autre question, vous avez évoqué les travaux d'Omar Zanad notamment. Ouais. Alors, la question, on peut peut-être l'entendre de deux façons. En fait, est-ce que vous avez des références de ces travaux? Oui, et puis, autre chose, est-ce que peut-être vous pourriez nous mentionner d'autres travaux, d'autres chercheurs, pour aller un peu plus loin? Alors, concrètement, donc j'ai évoqué déjà les autres chercheurs. J'ai évoqué Serge Tisseron, qui est un peu le père de tout ça en France et qui, encore une fois, a mis en place donc, ce qu'on appelle le jeu des trois figures et l'a développé en France. J'ai évoqué Claire Beaumont longuement, parce que Claire Beaumont, elle est titulaire de la chaire de sciences de l'éducation du Canada, donc c'est pas rien quand même. Et elle travaille justement sur les questions de développement des compétences psychosociales et notamment donc de l'empathie. Et Omar Zanad, écoutez, alors il a une littérature très abondante. Éduquer à l'empathie, je crois que c'est son dernier qui s'appelle comme ça. Il a fait et ce que j'aime bien dans les livres d'Omar Zanad, c'est que c'est toujours si vous voulez, théorie et pratique, c'est-à-dire que vous trouverez, mais dans les petites vidéos que j'ai mises aussi, hein, vous trouvez toujours les exercices en fait à faire avec des élèves, alors qui des collégiens, qui des élèves de primaire, etc., pour pouvoir travailler sur ces questions d'empathie. Donc c'est toujours très, très, très concret. Et il travaille avec Bertrand Jarry, que j'ai mis là sur cette slide, qui est un CPE de l'Académie de Versailles, qui est un type génial, avec qui on avait travaillé à l'époque sur un collège REP+, donc dans l'Académie de Versailles, et donc on avait fait tout un programme empathie dans le collège, programme qui s'était développé ensuite dans les écoles primaires autour. Donc ça avait beaucoup, beaucoup de sens sur le REP+. Avec des résultats. C'est-à-dire qu'en fait, on avait fait passer une enquête locale de climat scolaire avant, on avait développé le programme pendant 3 ans, puis après une enquête locale de climat scolaire post, et donc on avait vu vraiment des différences considérables. Bien, merci beaucoup. Autre question concernant les ambassadeurs. Est-ce qu'il y a des ambassadeurs à l'école primaire? Alors, ça, c'est une très bonne question. Moi, je serais extrêmement favorable à ce qu'il y ait des ambassadeurs à l'école primaire. Parce que, alors d'abord, ça existe, hein, puisque donc il y a pas mal quand même d'écoles primaires qui ont des conseils d'élèves, etc., et où les élèves ont des missions justement à assumer. Simplement, encore une fois, le cadrage n'est pas le même. Les missions, entre guillemets, qu'on confie aux plus petites vont pas être les mêmes que les missions qu'on confie aux plus grands, ça me semble assez évident. Mais pour moi, il n'y a pas de contre-indication à ce qu'il y ait des ambassadeurs en primaire. Alors, une question concernant la médiation par les pairs. Ouais. Comment la médiation par les pairs peut-elle être finalement un levier pour améliorer le climat scolaire?
Et là, on parle plus spécifiquement alors, du message clair qui se trouve être dans le protocole de cette médiation. Absolument. Alors, la médiation par les pairs, c'est un dispositif qu'on avait beaucoup soutenu hein, quand j'étais au ministère, justement pour développer toute cette politique publique, puisque j'ai eu la chance de faire ça dans ma vie pendant 5 ans. Et donc, alors la médiation par les pairs, c'est toujours pareil. Hein, et toute la question, que ce soit sur les questions d'empathie, que ce soit sur les questions de bien-être, etc., la seule chose que je peux dire, c'est que il faut à la fois y aller et à la fois cadrer. C'est-à-dire que, comme pour les ambassadeurs, comme pour la médiation par les pairs, etc., il faut vraiment ne pas jeter aux orties le cadrage qui vous est proposé, c'est-à-dire un cadrage déontologique, des missions très précises pour les élèves, la supervision d'un adulte, etc. Parce que sinon, on joue aux apprentis sorciers. Donc, attention, hein, je veux dire, on vous donne un certain nombre de moyens de faire, mais voilà, il y a un cadrage déontologique et des missions très précises à avoir. La médiation par les pairs, par définition, c'est un travail sur l'empathie. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On transforme en fait une situation qui au départ est une situation de conflit hein, entre élèves, et on reformule jusqu'à ce qu'on sorte finalement par le haut de la situation. Donc on est bien sur, regardez, alors je vais revenir en arrière, hein, mais parce que donc dans la médiation par les pairs, il y a le premier amer pédagogique, pratiquer ensemble pour entrer en résonance avec autrui, d'accord ? Ensuite, vous avez inverser les rôles pour partager les ressentis, ça peut se produire dans le cadre d'une médiation. Et amer numéro 4, mettre des mots sur les ressentis pour apprivoiser ses émotions. D'accord? Et donc, effectivement, la question du message clair, c'est effectivement obtenir, si vous voulez, à la fin de la résolution du conflit, par exemple, des excuses sincères, vous voyez, je veux dire, et solides. Et donc, on est bien sur ces questions-là. Donc, moi, je trouve que c'est un dispositif intéressant, moyennant, encore une fois, le cadre que je viens de rappeler en disant, voilà, il faut vraiment toujours une supervision d'adultes, etc., etc. Merci beaucoup, Caroline. Alors, il y a d'autres questions qui concernent, alors on élargit un peu le débat et on parle d'empathie. Est-ce qu'il y a un lieu, spécifiquement une plateforme, des ressources en tout cas, des sites, des livres de référence sur l'empathie ? Oui, alors bien sûr, alors bon, déjà il y a toute la bibliographie d'Omar Zana, il y a aussi, alors que je ne vous dise pas de bêtises, donc sur le site de Serge Tisseron, il y a une sous-partie du site qui s'appelle Petit projet empathique, je crois. Et qui est absolument génial parce que les petits projets empathiques, en fait, si vous voulez, c'est un assemblage, je dirais, de 4-5 activités hein, qui permettent effectivement de poser un cadre empathique dans une classe, dans un collectif, X, Y, Z. Alors, pourquoi ces petits projets empathiques? Parce que justement, ça ne demande pas des tonnes de temps. Vous avez une sorte de clé en main. Donc, c'est sur le site de Serge Tisseron, ça, oui. Mais ça, enfin, avant que vous soyez, que le PowerPoint soit disponible pour tout le monde, on pourra ajouter ces références-là, bien sûr. Merci beaucoup, Caroline. Alors, certains collègues réfléchissent, c'est un petit commentaire dans le chat, certains collègues réfléchissent à l'achat de jeux de société qui serait complètement en faveur du développement de l'empathie. Et on en cite quelques-uns, alors sans faire forcément de pub. Que conseilleriez-vous quel type de jeu de société conseilleriez-vous si vous aviez un conseil à apporter?
Non, bah là, moi, je vais pas m'arrêter là-dessus parce que là, pour le coup, mais c'est vrai parce que, en tout cas, quand moi j'étais à la tête de ma direction territoriale Canopée, je faisais très attention dans les ateliers à ce qu'on ait une offre cohérente, c'est-à-dire qu'il y ait effectivement des jeux, mais qu'il y ait, par exemple, les bouquins qui allaient avec. Enfin, vous voyez, je veux dire, enfin, que généralement les gens qui produisent des jeux soit travaillent avec des chercheurs, soit les chercheurs eux-mêmes engagent des équipes à développer les jeux qui vont avec. Et donc voilà, c'était tout. C'était pour que ce soit le plus cohérent possible, encore une fois, et que le cadrage déontologique soit le plus clair possible. Parce que, encore une fois, attention, hein, je veux dire, cette question d'empathie, elle est passionnante parce que justement, j'insiste, vous n'êtes pas dans la glu ou le pathos, justement. On est dans quelque chose de vraiment qui nous permet de nous construire nous-mêmes en tant qu'adultes et qui permet d'éduquer nos jeunes à grandir de façon, je dirais, voilà, véritablement adulte. Donc c'est très intéressant. Enfin voilà, c'est pour ça que j'insiste sur le cadrage plutôt. Et peut-être une dernière question. Est-ce que on peut trouver des exemples de projets, oui, y compris des résultats observés, observables, dans les écoles, donc que ce soit école maternelle, primaire ou collège, ouais. Alors maternelle, primaire, on avait mis alors pourquoi je dis on, parce que j'étais très impliquée à l'époque, puisque donc le Fonds d'expérimentation pour la jeunesse avait lancé un programme. Avait lancé des fonds, si vous voulez, pour que les chercheurs donc postulent pour mettre en place des programmes, ce qu'avait fait Omar Zana. Donc, il avait mis en place un programme qui s'appelle Épluche. Donc, tous les résultats sont en ligne, donc EPLUCHE, tout simplement. C'était, alors ne me demandez pas le sens de l'anagramme parce que je ne m'en souviens plus. Et donc là, c'est intéressant parce qu'il y a eu une évaluation externe du programme, donc par des universitaires où il y avait eu un appel d'offres particulier. Et donc du coup, c'est pour ça que je m'appuie beaucoup sur ces travaux-là, parce que les travaux de Omar Zana. Et ça, c'était maternelle primaire dans la région du Mans. Ça, je me souviens très bien. Donc ça, c'était donc maternelle, voilà, école élémentaire, qui étaient concernées dans la région du Mans. Bon. Donc il y avait eu, je sais pas, hein, c'était énorme, hein, il y avait peut-être 25 écoles qui étaient impliquées dans le projet. Hein. Donc ça, c'était un gros programme. Et puis, il y a eu le programme que moi, j'ai développé à Versailles. Et donc, c'est pour ça que j'en parle. Donc, au collège, donc, comment dire, donc dans le 78, près de Trappes, là, à Trappes d'ailleurs, qui effectivement, pareil, a été évalué en évaluation externe et lui a bénéficié donc encore une fois d'une enquête locale de climat scolaire avant et après. Donc là, on était vraiment sur des bases très très solides. Donc les deux, si vous voulez, sont en ligne. Voilà, les deux résultats sont en ligne et les deux, comment dire, projets sont en ligne. Et d'ailleurs, un certain nombre de vidéos que je vous ai montrées là, enfin dans les vidéos que j'ai citées, pardon, il y a des vidéos qui sortent directement du programme Épluche, notamment la première vidéo avec des élèves d'élémentaire, je crois, et une des autres vidéos qui vient effectivement donc de Versailles. Voilà. Ben, merci beaucoup. Donc, le temps dont nous disposions pour répondre aux questions est écoulé. Je suis le maître du temps. Hein. Désolée. Sachez que nous notons toutes vos questions et que nous mettrons à disposition des éléments de réponse dans une foire aux questions. Cette foire aux questions donc, sera disponible sur la page dédiée au parcours de formation. Donc, on va clore ce webinaire. Et je voudrais remercier de la part de vous tous, hein, j'imagine bien, Madame Velchef, de nous avoir fait bénéficier de son expertise aujourd'hui. Nous remercions également vous tous, participants, pour votre présence et votre contribution. Et nous espérons vous retrouver prochainement dans d'autres modules du parcours de formation, le développement de l'empathie pour mieux vivre ensemble. Merci encore, bonne journée à tous et bon courage et n'hésitez pas encore une fois à avoir des messages positifs dans l'établissement et dans vos écoles.